Voilà, bonjour à toutes et à tous, bonsoir, et même s'il fait jour encore et qu'il fait soleil, on est dans mon salon, enfin, on est mercredi pour parler d'économie et de social, puisqu'aujourd'hui, mon invité, elle est face à vous, c'est Claire Robert-Horry. Bonsoir. Bonsoir, Comment ça va bien? ça va, je suis un peu stressée quand même, Non, hein, vous mais allez bon, voir, on est dans mon ça va salon, aller. on est tranquille, là vous avez quelques trucs à grignoter, vous avez Mais vu c'est du bien, soda. c'est très bien. Voilà, il faut pas, vous allez voir, tout va bien se passer. Donc, avec Claire Horry, elle va se présenter, bien sûr. Elle est directrice générale de la RSL, qui est une énorme structure dans le social à Limoges. Ça me tient à cœur parce que je voulais qu'on parle de social de façon générale. Et puis, dans cette période un peu particulière, on va voir avec elle, j'ai un peu l'impression, peut-être, elle me dira si j'ai raison, qu'on a un peu oublié le social dans cette crise. On va voir ce qu'elle va nous dire. Vous le savez, comme d'habitude, vous pouvez poser des questions en direct, bien évidemment. On sera ravis, Claire Horry sera ravie d'y répondre. Par contre, on est d'accord, vous connaissez les règles, on est dans mon salon, c'est moi le boss. Si c'est pour agresser, si c'est pour dire des trucs désagréables, tac, vous dégagez. Mais il n'y a pas de raison, c'est pas arrivé jusqu'à présent, donc on le fait pas. On est là pour témoigner ou pour poser des questions constructives à Claire Horry. Claire Horry, allez, on va démarrer. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure en préparation, il faut le savoir, Claire Horry, elle prépare tout. Hein. Attention, c'est quelqu'un qui est sérieux, c'est super bien fait, c'est au millimètre. Alors bien sûr, ça marche bien quand tout est prévu, mais quand tout n'est pas prévu, on verra. Claire Horry, on va commencer par quelque chose d'assez traditionnel. D'où vous arrivez, bien évidemment, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous ne vouliez pas être directrice générale de la RSL. Non. Qu'est-ce que vous vouliez faire et quel a été le parcours qui vous a amené jusqu'à ce poste assez conséquent? C'est un poste conséquent, directeur général. Eh bien, je n'avais pas d'idée, à vrai dire, préconçue sur... Pas de rêve de petite fille. Non, 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 d'aussi loin que je me rappelle, j'avais surtout envie de faire quelque chose qui me plaise et qui me passionne. Voilà. Moi, je suis animée que depuis que toujours par la passion de faire les choses. Ça, c'était clair. Et puis, comme vous le savez, petite en plus, j'étais atteinte de bégaiement, hein, d'un bégaiement assez sévère. Donc, je me serais jamais dit que 30 ans plus tard, j'allais être dans des métiers où je puisse être exposée plus publiquement et même me parler face à des gens. Mais je le dois à mes parents, ça, parce que qu'effectivement, quand j'étais petite, on leur disait de ne surtout pas m'orienter vers des métiers où je sois exposée, voilà. Et mes parents m'ont toujours dit, écoute, si tu travailles et que tu veux le faire, tu y arriveras, n'écoute pas ça. Donc, j'ai suivi un petit peu cette ligne de conduite. Voilà, j'ai passé un BTS dans une école de commerce à Limoges, privée, qui est l'US2C. l'US2C, voilà, l'USCCI. Voilà, donc c'est là où j'ai appris vraiment les valeurs de travail. Hein, et où j'ai perfectionné un peu ma vision de ma carrière professionnelle. Ensuite, je me suis rendu compte que j'aimais bien mener des projets, former des équipes, mener les gens vers un objectif commun. Donc, je me suis redirigée vers un cursus qui était plus universitaire. Je suis rentrée donc à l'IUP de Limoges, qui est maintenant l'IAE de Limoges, voilà, où j'ai passé un DUG et une licence à l'époque, parce que je suis vieille maintenant, c'était pas la réforme LND à l'époque. Et donc, en licence, à l'issue de mon stage, j'ai eu l'opportunité d'être embauchée. À l'issue du stage, j'ai donc passé ma licence et je me suis dit que je pourrais terminer mon cursus
plus tard. Et je pense que j'ai choisi la bonne option. Donc, je me suis lancée dans ce poste à la Santé Service de Limousin, une association aussi de Limoujaude, où j'ai passé 4 ans. Ouais, 4 ans. Et ensuite, eh bien, on m'a offert un poste à la RSL. Ouais. Voilà, en 2008, où j'ai donc été d'abord responsable administrative et financière, directrice administrative et financière, et directrice générale adjointe, et en 2012, directrice générale. Donc en fait, je vais pas dire que c'est un parcours, c'est pas le hasard, mais c'est jalonné. Oui. Par des rencontres avec des personnes de choix, de décision. Voilà, et des personnes qui m'ont fait confiance et à qui j'ai voulu prouver qu'ils pouvaient me faire confiance. Voilà. Très bien, un beau parcours qui est soulevé. Là aussi, vous savez, les invités qui passent là, je sais pas pourquoi ils viennent ici, parce qu'ils ont tous bien bossé à l'école. Moi, c'est moyen. Donc, voilà, peut-être ça va vous donner envie de travailler à l'école, mais pas que. Il n'y a pas que l'école dans le cas de Claire Horry. C'est un parcours avec plusieurs voies, plusieurs rencontres. C'est intéressant. On va voir un peu ce que c'est que ce quotidien. D'abord, je voudrais dire bonjour à Laetitia qui vient de nous rejoindre et à Jean-Marie Toury. Écoutez, et à Agir Haute-Vienne qui commence à être fidèle maintenant. J'espère que vous entendez mieux que la semaine dernière. N'hésitez pas à me le dire. Normalement, les histoires de micro, c'est réglé. Avant que vous nous présentiez la RSL, moi, il y a une petite question que je me posais. Le directeur général, c'est combien de salariés la RSL 120. 120 salariés. Alors, 120 salariés, c'est pas rien. Là aussi, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais ça ressemble à quoi une journée type d'un directeur général ou d'une directrice générale d'une structure comme la RSL? Car basiquement, ça ressemble à quoi? C'est du plaisir toute la journée, c'est pénible par moments, c'est des cris, c'est des félicitations. Bon, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de salariés qui vont taper à votre bureau pour vous féliciter, comme tous les patrons d'ailleurs, mais c'est quoi? Ça commence à quelle heure? Tiens, par exemple. Alors, que ça commence à 9h, donc pas trop tôt, puisque j'ai des enfants petits voilà, donc je dois m'en occuper avant de démarrer ma journée de travail. Et puis ensuite, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, il n'y a pas de journée type à la RSL. Donc j'ai un planning qui est bien établi, avec des rendez-vous, etc. Et puis, des appels, des urgences qui tombent et des choses à gérer que toute la journée au fil de l'eau. Voilà. Et puis, je dirais qu'à la RSL, ce qui est animant, c'est que on a quand même une mission de service public à accomplir. Et donc, que ça, pour moi, ça m'anime. Oui, ça m'anime. Et alors, pareil, pour peut-être des jeunes qui se posent des questions sur ce qu'ils vont devenir, etc. Concrètement, un directeur général, il fait pas tout dans la maison. On est d'accord. Non. Un directeur général, il est là pour encadrer et puis pour faire, bien souvent. Oui. Et vos interlocuteurs, c'est qui? C'est en premier lieu vos chefs de service et le conseil d'administration, j'imagine. D'un côté, sur le côté opérationnel, beaucoup de chefs de service, et puis de l'autre côté, du côté de la stratégie, du développement de l'entreprise, etc. Beaucoup le conseil d'administration ou le président? Oui, tout à fait. Alors, moi, je vois mon rôle comme de mettre de l'huile dans les rouages de l'association. Alors, j'ai un président qui est très alors, c'est qui le président de la RSL, d'ailleurs? C'est Antoine Romera. D'accord. Qui est ancien directeur de la CAF de la Haute-Vienne. Très bien. Voilà, donc Monsieur Romera est arrivé à la RSL en 2016. Et c'est un président qui est très, très investi et qui en même temps sait garder sa place de président. C'est l'enjeu de l'associatif. C'est très agréable. Ouais. Et puis, c'est quelqu'un que j'apprends que tous les jours encore. Donc, que ça, c'est vraiment très, très agréable.
Très bien. Voilà. Bon, ceci dit, je vous le dis tout de suite, elle n'avait pas prévu de dire qu'il était nul, qu'il l'empêchait de travailler. Elle s'est Non, pas mais bon, je l'aurais pas dit quand Mais même. voilà. Non, Mais faut voilà. reconnaître effectivement quand ça se passe bien. Très bien. Et puis une équipe de proximité, hein, avec un comité de direction, donc que j'anime, et puis un siège social, où là se sont réunis l'ensemble des fonctions support, etc. Et donc oui, c'est très compliqué d'expliquer ce qu'on Non, mais il n'y a pas de souci. fait. Moi, j'ai une autre question qui me vient en tête justement parce que voilà, je connais un peu le domaine du social. Beaucoup de femmes, on dit souvent que les hommes sont présents, etc. Là, ce sont des secteurs très féminins. Oui, tout à fait. Directrice générale, moi, je constate qu'il y a beaucoup de directrices générales. Beaucoup de directrices générales dans le secteur de la santé, dans le secteur du social, etc. C'est quelque chose qui se vit facilement dans votre métier ou c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui à un moment donné vous a posé question, vous a posé problème ou qu'on vous a fait sentir que vous n'étiez pas à votre place? Alors, plus maintenant, Ouais. mais j'ai accédé effectivement à des fonctions d'encadrement, j'avais que 25 ans. Ah, c'est peut-être là. Voilà. Aussi, donc au départ, il faut que s'affirmer, hein, je pense, plus que quelqu'un, un homme qui aurait 50 ans, ça c'est sûr. Ouais. Ensuite, il faut, je pense, beaucoup de pédagogie, hein. Ouais. Et puis il faut se rendre légitime. Ouais. Je pense que le respect est très important sur ces postes-là. Et puis le respect, ça se gagne. Hein. Voilà, mais elle a bien gagné parce que ça commence à faire maintenant qu'elle y est. On en profite pour saluer Frédéric Morette. Bienvenue Frédéric, bienvenue Olivier, également Aura Bona. Je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors on prend le temps tranquille de faire connaissance. Moi, je suis tellement content qu'elle soit là, je vais la faire rester le plus longtemps possible, vous comprenez, elle nous raconte sa vie, c'est sympa, en plus, moi je trouve ça passionnant. On va rentrer dans le détail de ce qu'est la RSL. Avant ça, je voulais qu'on discute peut-être de façon un peu provocatrice. On est dans ce salon aussi parce que moi je considère que l'économie qu'il y a une économie du social. Est-ce que c'est pas un paradoxe d'avoir dans la même phrase social et économie? Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que c'est deux domaines qui sont très très complémentaires. J'ai eu la chance de travailler avec plein des exemples, hein, des illustrations de ça, puisque lors d'un mandat fédératif, j'ai eu à travailler avec Louis Gallois. Hein, qui est quand même l'exemple type de l'économie, de l'économie, mais aussi le social peuvent s'enrichir l'un de l'autre. Moi, je pense qu'il n'y a pas que d'économie sereine et de création de richesse dans une société qui ne prend pas soin des plus fragiles. Et en ça, même si on ne crée pas de la richesse pécuniaire ou financière dans le social, on crée une richesse humaine et on se sert de sécurité, sur une dérive qui pourrait être trop importante. Voilà, donc moi je pense qu'on est très complémentaires et puis que d'ailleurs notre association, dans le cadre de son nouveau projet associatif, a donc un projet de se rapprocher du monde des entreprises, hein, pour bénéficier d'actions complémentaires, de partenariats et peut-être de mécénat. Eh ben oui, pourquoi pas. Voilà. Ah, l'appel est lancé. Voilà. Hein. L'appel est lancé. Ben oui, les entreprises, bien sûr, on est là pour parler d'éco. Écoutez, si vous avez quelque argent qui dort, voilà, il y a de quoi faire avec la RSL. Merci beaucoup. Allez,
On va commencer par le début. L'ARSL, de façon générale, qu'est-ce que c'est? Alors, on me pose très souvent cette question. J'imagine. C'est normal. Et je trouve très très difficile de réduire nos missions en si peu de temps. Mais je vais le faire. Alors, on va les détailler, les missions. Pour vous, Bruno. Là, de façon générale, C'est voilà. une association qui a que 60 ans cette année, Ouais. qui est reconnue d'intérêt général Ouais. et qui lutte contre toutes les exclusions sociales. Voilà. Ce que je peux en dire. Donc, environ 120 salariés. Une intervention qui, jusqu'à cette année, se limitait au département de la Haute-Vienne. Ouais. Et depuis la fin de l'année, mais on en parlera, je pense, ensuite, une intervention qui s'est étendue sur plusieurs départements, sur un projet en particulier. D'accord, ben très bien, on va regarder ça. Alors c'est d'autant plus intéressant que, mais ça c'est vrai pour beaucoup de structures, j'imagine, on va pas commencer par là, mais on l'amènera. J'imagine que vos actions, elles sont en général menées en partenariat, en collaboration avec un certain nombre d'acteurs sur le territoire, d'ailleurs qu'ils soient du champ du social ou du champ institutionnel, etc., etc. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est le maillage du territoire et la dynamique du territoire. Allez, on va commencer par quelque chose que tout le monde connaît peut-être. On va aller faire rentrer par là et puis vous développerez le reste. C'est le 115. Vous assurez, vous participez, vos équipes, à la veille et à l'urgence sociale avec le SAO, le SIAO, le 115 et les équipes de rue ou l'équipe de rue. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, le 115, c'est le numéro de salut social. Hein. Ouais. Voilà, un numéro vert, donc qui est saisi pour toutes les personnes qui se retrouveraient à la rue ou ont besoin d'écoute de tout public vulnérable. À la rue, on est à Limoges. Il y a tant de gens que ça à la rue. Alors, il y a ce qu'on appelle le public à la rue, mais il y a aussi des personnes non habitat très précaires, squat, voilà. Hein, donc que vraiment, on est sur un prisme de population en grande de précarité. Voilà, qui n'ont pas de logement en titre, voilà. Donc ça, c'est autour du logement, ou pas d'ailleurs. Hein, voilà. L'idée, c'est d'intervenir. C'est quoi l'intervention? C'est-à-dire que on reçoit un appel au 115. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des gens d'astreinte tout le temps. Alors, le 115 fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. En journée, ce sont des travailleurs sociaux qui répondent des professionnels de l'intervention sociale. Et la nuit, donc ce sont des veilleurs de nuit qui répondent aux sollicitations. Et on a aussi une astreinte sur le 115, c'est-à-dire que quand le veilleur a une problématique pour répondre à la demande de la personne qui l'appelle, il saisit notre astreinte qui, là, va apporter une réponse. D'accord. Alors, déjà une première question. Alors, on va voir si on va la dire maintenant. Olivier, oui, alors, pourquoi pas, hein. Alors, après, je me méfie toujours avec les combien parce que ça amène des réponses très, très précises, mais pourquoi pas. Donc, Olivier nous dit, Claire, combien d'hébergements d'urgence? Est-ce que déjà vous êtes les seuls à intervenir sur ce champ-là? Non. Voilà, c'est ça. Non, on n'est pas les seuls à intervenir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le 115, c'est la plateforme d'écoute téléphonique. Du territoire? Du département. Du département. Et à côté donc de cette plateforme téléphonique, il y a ce qu'on appelle les places d'hébergement d'urgence. Voilà. Donc, ces places d'hébergement d'urgence, elles sont portées par deux opérateurs, l'ARSL et
Estia. dans le cadre de l'abri de nuit. Salut Magali, si elle regarde, Voilà. Magali de l'Hérole. Voilà, donc on est les... Alors quand on parle, peut-être pour préciser, je sais pas, Olivier me dira, c'est ça, quand on parle de places d'urgence, c'est quoi? C'est des places en foyer, c'est des appartements, Alors, c'est quoi? il y a toutes solutions d'hébergement d'urgence. Ouais, Il y a ce qu'on appelle une urgence immédiate. d'accord. Là, on est sur une prise en charge qui est humanitaire. Ouais. Et là, c'est à l'hôtel. Hein, c'est des places. Ah, donc là, il y a des places à l'hôtel. Voilà. D'accord. Ensuite, on fait l'évaluation de la De la situation. situation. Et là, nous orientons Vers des qui places est le plus adapté. plus stables. Oui, Et là, donc, on peut retrouver des hébergements d'urgence dans des appartements hein, ou dans des foyers d'hébergement, ouais. comme Estia, D'accord. ou comme le CHRS Saint-Gartan, D'accord. qui est géré par la RSL. Pour que les gens comprennent bien comment ça se passe, hein, parce qu'on ne sait pas forcément, on parlera à un moment donné de l'aspect financier, mais de fait, vous travaillez avec plein de bailleurs sociaux. Hein, les appartements ne sont pas à vous. Non. On est d'accord. On les loue, on est d'accord. Voilà, les hôtels, pareil, vous payez, hein, c'est bien ça. C'est ça. Voilà, alors je sais pas, alors peut-être aussi que derrière la question d'Olivier, combien d'hébergements d'urgence, il y a peut-être l'autre question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent et pour lesquels on ne trouve pas d'hébergement d'urgence? Alors, à l'heure actuelle, non. Non. Puisque nous sommes en période de Covid et donc toutes les personnes qui se signalent au 115 après quand même une évaluation de nos écoutants que sera hébergé si on a l'information qui est vraiment à la rue, bien sûr, parce que nous on a des listings et on connaît quand même les gens. Oui, bien sûr. Il y a cette veille bien sûr. poussée sur le territoire. En temps actuel, évidemment, les budgets de l'État ne sont pas non plus extensibles. Donc, on a une enveloppe. Bien sûr. On doit gérer cette enveloppe. Et effectivement, nos équipes déterminent le niveau de criticité de la situation des personnes. Voilà. L'État, effectivement, ne peut pas donner des enveloppes, faire un chèque en blanc. En sachant quand même, j'imagine, tu connais un peu le travail social, que quand on ne peut pas trouver de solution immédiate en termes de logistique, je parle d'appartements ou de chambres, de toute façon, on laisse jamais complètement les gens tout seuls. On continue le travail, on est bien d'accord. Oui. Il y a une prise en charge, c'est là. Surtout à Limoges, où on est dans une ville de dimension humaine, on n'est pas dans la région parisienne où on voit les matelas sur les trottoirs. Bon. Voilà, Olivier, j'espère que c'est une réponse qui vous convient. De toute façon, c'est difficile de donner une autre réponse que ça. Voilà, Paul Torrent, vous le connaissez, Paul? Oui. Il était là l'autre jour, il s'est bien débrouillé, mais là, elle est en train de mieux se débrouiller que toi. Ouais, c'est ça. Là, elle est partie, mon vieux, c'est impeccable. Paul Torrent qui a une réponse, donc bien sûr, qui vous salue, et qui aimerait avoir, alors on va dérouler, on va aller prendre des questions quand elles sont intéressantes, et dites-moi si vous entendez bien, s'il vous plaît, qui demande, j'aimerais avoir le point de vue de Claire sur l'hébergement des jeunes les plus en difficulté. Alors, que ça, c'est une vraie question, de fond, et notamment depuis la crise Covid. On assiste quand même à une augmentation de la précarité des jeunes. Ça, c'est un fait. Qui est constaté aussi à la mission locale. Selon le rappel, la mission locale. On travaille énormément. Distribue des plateaux repas, enfin pas des plateaux repas, mais des colis repas, ce qui est assez nouveau.
Oui, oui, tout à fait. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir que l'on traite beaucoup plus finement D'accord. que l'on a fait jusqu'à présent la problématique que des jeunes, mais on en est conscient avec l'ensemble des partenaires, Ouais. dont la mission locale, Ouais. qu'il faut vraiment qu'on prenne ce problème particulier sous un angle spécifique. Effectivement, il y a un problème de précarité Des jeunes. des jeunes actuellement et ces jeunes-là qui n'ont aucune ressource puis que le non-bénéficiaire du RSA qui ne peut se déclencher qu'à l'âge de 25 ans. Alors ça, c'est un truc, c'est pareil quand, c'est un truc, c'est une thématique. Quand Paul en a parlé, moi je reconnais en tant que citoyen que c'est quelque chose, cette nouvelle précarisation des jeunes qu'on ne voit pas. Enfin, je sais pas, alors vous le voyez dans vos secteurs d'activité, mais moi je bouge un peu, je parle avec les gens, j'en entends pas beaucoup parler et je ne le vois pas. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel il va falloir être vigilant parce qu'en général, ce qu'on ne voit pas, ça a tendance à ne pas exister. Donc il va vraiment falloir se pencher dessus. C'est un peu comme le système des étudiants où je le disais à Paul, j'ai l'impression que la prise en compte des étudiants et puis tout ce qui est en train de se passer, on est en réaction, mais on n'a pas été en construction de l'accompagnement. Vous voyez, donc j'ai un peu cette sensation-là. Mais bon, il y a des acteurs de terrain effectivement qui sont en train de travailler dessus. Il va falloir, comme vous dites, se pencher dessus. On y a déjà travaillé, notamment avec la mission locale. Ça fait un petit moment que cette problématique des jeunes nous préoccupe. On avait monté des dispositifs expérimentaux sur un nombre de places limité, mais maintenant je pense qu'il faut qu'on prenne en compte cette augmentation de Très bien, on fera le point par rapport à ça. Paul, voilà, j'espère que ça te convient. Si tu as des choses à préciser, ben écoute, cette antenne est à toi. Je suis un peu inquiet parce que personne me dit s'ils entendent. Bon, normalement, ça doit aller. Un autre domaine d'intervention de la RSL, c'est la protection de l'enfance. Alors avec je vous cache pas, je le lis parce que sinon j'y arriverai pas de mémoire. Un nom, je vous le donne en mille, on dirait une machine à laver, vous savez, ou un ordinateur, les noms scientifiques des ordinateurs, c'est le FPN Lambda. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, merci. Donc effectivement, nous intervenons sur la protection de l'enfance avec deux dispositifs en particulier. Donc une MEX, ce qu'on appelle une maison d'enfants à caractère social, qui est financée par le conseil départemental. Et donc nous avons 15 places pour des mineurs garçons, parce qu'il n'y a pas de mixité dans notre MEX, qui nous sont orientés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance. Voilà. Qu'on salue, que je salue parce que je travaille souvent avec eux. Voilà. C'est un bonheur. Voilà. D'accord. Et puis au niveau du LAMNA, donc lieu d'accueil pour les mineurs non accompagnés. Voilà. Donc là, nous hébergeons donc que des mineurs qui arrivent en France et qui sont isolés, donc que sans famille, qui sont d'abord pris en charge donc par le conseil départemental dans le cadre d'une évaluation et qui ensuite nous sont orientés jusqu'à leur majorité. C'est quoi alors, merci à Olivier et merci et salut à Sébastien. Sébastien, j'essaie de faire au mieux, c'est toi le spécialiste du son, mais t'as vu, je m'équipe. Bon, aujourd'hui, ça marche, on peut être content. On va continuer sur la protection de l'enfance.
quel est le volet exactement de la RSL? C'est-à-dire c'est quoi? C'est le volet logement ou c'est le volet éducatif, prise en charge, accompagnement? Alors c'est le volet global. Hein. D'accord. L'objectif, c'est qu'à sa majorité, que le jeune ait déjà une perspective Ouais. et qu'il ne soit autonome. Alors, on travaille sur l'emploi, la mise en emploi, la préparation de la mise en emploi. On prépare sur l'accès au logement aussi. Et c'est quand même des jeunes qui ont de multiples problématiques aussi. Donc, on travaille sur l'angle psychologique. On stabilise généralement aussi la situation familiale, etc. Donc, on travaille vraiment sur tous les prismes avec que dans l'objectif qu'à 18 ans, le jeune ne sorte pas sans rien de chez nous. Bien sûr. Voilà. C'est important. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai été très surpris puisque j'ai la chance de travailler en collaboration avec le service de l'ASE. On n'imagine pas le nombre de jeunes qui sont pris en charge. Oui. C'est énorme. C'est important. C'est énorme. C'est vraiment. Alors là aussi, je vais pas être. C'est pas très joli ce que je vais dire, mais il faut le dire à un moment donné, c'est que aussi bien en termes de moyens humains qu'en termes de moyens financiers, ce sont des sommes colossales. Alors il les faut, je suis pas en train de dire qu'il les faut pas, mais il faut en être conscient. C'est important de s'occuper de ces enfants et croyez-moi, il n'y en a pas 10, il y en a des centaines et des centaines. C'est beaucoup d'enfants qui sont pris en charge par les services de l'ASE et les structures comme les vôtres. Mais c'est un investissement. Oui, mais comme je l'ai déjà entendu, et c'est d'ailleurs que Louis Gallois qui me le disait souvent, le social, c'est un investissement. C'est-à-dire que on voit les résultats de notre travail et du travail des travailleurs sociaux, etc., que des années après dans la société. Voilà. On sème un terreau qui ensuite, non pas va créer la richesse, mais va éviter des coûts mais c'est sûr. Pour la société. C'est sûr. Il y a vraiment, je pense qu'il y a que les gens qui ne connaissent pas ces situations, qui ne peuvent pas savoir, parce que sans stigmatiser ces jeunes, parce que c'est pas le problème, mais beaucoup sont cassés par la vie, beaucoup n'ont pas eu de chance, il y a beaucoup de jeunes en situation de handicap aussi parmi les jeunes de l'ASE, beaucoup partent avec un déficit énorme, et s'il n'y a pas le travail de ces travailleurs sociaux, de ces structures-là, ce sont des bombes à retardement. Et là, effectivement, en termes de coûts, le coût de société, en tout cas, ça sera beaucoup plus important, c'est clair. Donc un vrai travail très important. Donc on en profite à chaque fois, on félicite les travailleurs sociaux. Alors ceux que je connais, ils savent bien que je les charrie un peu parce que je les taquine, mais je les aime bien quand même. Qu'est-ce que vous voulez, je les aime bien, ils sont indispensables. On va en reparler plus tard. Très bien, Sébastien me dit qu'on nous entend bien, impeccable. Il me dit qu'il va m'embaucher, c'est bien. Écoutez, ça me fera toujours un peu plus d'argent. Mais peut-être que tu devrais déjà penser à me donner de l'argent puisqu'on travaille déjà un peu ensemble. Et puis, j'ai le grand plaisir. On a le grand plaisir d'accueillir le directeur de la CCI de Guéret, qui a inauguré cette série, Philippe Daly. Et je ne doute pas qu'il ait une petite question. Vous le connaissez peut-être, Philippe Daly, non? Non, vous le connaissez pas. Bon, il va poser une question, c'est un charmant. Il vous amènera faire un tour d'avion. Vous n'avez pas peur en avion? Non. Bon, alors, Philippe Daly, tu pourras amener faire un tour en avion. Claire Robert-Horry, elle est passionnante. Et puis voilà, tu pourras lui montrer ton avion. C'est un très bon pilote. Allez, on continue. On a vu la protection d'enfance. Je voudrais qu'on parle un peu du CADA. Alors, les demandeurs d'asile, CADA, UDA, SPADA. Vous n'allez pas me dire quand même que c'est qu'ils n'ont pas le temps dans le social de trouver des bons mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors,
Claire, aidez-nous, décryptez-moi ça. J'aurais dû vous mettre un petit... Ah non, parce que petit si vous glossaire. m'aviez dit, j'aurais pas eu la chance que vous me l'expliquiez. Allez-y. Alors, Allons-y. tous ces établissements ont un point commun, c'est qu'ils prennent en charge des publics dans le cadre du droit d'asile. D'accord. Hein, donc, CADA, Centre d'accueil des demandeurs d'asile, Vas-y. UDA, hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, voilà. SPADA, plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, et dans le cadre aussi de ce pôle d'activité, il y a le centre provisoire d'hébergement qui héberge des personnes de réfugiés sous de protection internationale. Alors, tiens, une petite colle, mais je devrais le savoir, puisque bonjour Eva, bonjour Mario, je devrais le savoir, puisque Christelle Lelécaroff était Oui. à votre place aussi, elle explique super bien les choses aussi. Réfugiés, migrants, c'est quoi la différence? Alors, migrant, pour nous, ce n'est pas une qualification. C'est pas un statut? On va dire, c'est pas du tout un statut. D'accord. Un migrant, c'est une Personne qui arrive de l'étranger? personne qui quitte son pays D'accord. pour aller Oui, d'accord. dans un autre. C'est une Moi, situation. si j'ai fait vivre au Brésil, je serais migrant. Alors, au Brésil, je vous Au conseille pas en Brésil. ce moment. Voilà, mais bon, l'exemple C'est vous qui voyez. était choisi à dessein. pour C'est faire plutôt les plages, Ah, parce que vous voyez les plages. Voilà, que demandeur d'asile réfugié, c'est un vrai statut administratif. D'accord. Une personne demandeuse d'asile, qu'elle est en cours de procédure de demande d'asile à la France. C'est un droit. D'accord. Un droit Légal, ouais. légal. Donc, il est en situation régulière sur le territoire français, le temps de sa demande. Que les démarches Voilà. aillent au bout. Ensuite, donc, qui fait sa demande à l'OFPRA, il peut faire un recours à la CNDA, c'est eux qui décident de l'obtention ou non du statut régulier en France. Ouais. Et ensuite, il est ce qu'on appelle ou débouté du droit d'asile. Évidemment. Et là, il n'a plus vocation à rester sur le territoire français, ou réfugié, ou régularisé. Et là, il obtient donc que des papiers pour rester sur le territoire français de manière légale. Ces personnes, bonjour Corinne, Corinne Lessen, vous la connaissez? Si, Corinne Lessen. Bien sûr. Et alors, il suffit que je dise Corinne Lessen pour pas me... Corinne Bouis. Ah, ben oui! Et bien alors, Claire, les scènes! Oui, c'est Corinne Bouis. Elle s'appelle comme ça sur Internet. Elle arrive masquée. Oui, je la connais très très bien. Eh ben voilà, alors, toujours un plaisir d'écouter Claire parler de son métier. Merci beaucoup Corinne d'être présente. Merci Magali. Oui, il y a du monde. Je vous l'avais dit, il y avait du monde là, qui vous suit. Là. Vous êtes une star. Hein. Voilà. Réfugiés, migrants, etc. Comment ça se passe est-ce qu'ils arrivent ici ce sont des orientations du gouvernement ou ce sont des gens qui arrivent juste à Limoges parce qu'il y avait de la lumière ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est important? Ce sont des flux importants? Alors, il faut vraiment dédramatiser. Non, c'est pas pour dramatiser, mais c'est juste... voilà. Dans l'opinion publique, qu'on a une image d'un afflux oui, d'une invasion, voilà, des fois. Ce qui n'est pas le cas sur nos statistiques. On est très stable depuis des années sur l'arrivée de personnes étrangères, en tout cas dans notre département. Et ils arrivent comme ça. Alors c'est ce qu'on appelle... Parce que ça pourrait être une gestion, les administrative. primo-arrivants. Donc, les primo-arrivants, c'est des personnes qui se présentent comme ça, effectivement, sur le territoire. Et on a aussi, certaines fois, des orientations qui sont faites
par l'OFI. Donc, Par l'OFI, voilà. par Christelle et son équipe. Voilà, sur que des orientations régionales ou nationales. Très bien. Et oui, et oui, Corinne, démasquée. Voilà, Corinne, voilà, oui. voilà. Ben oui, mais bien sûr. Juste un petit mot, puis on reviendra dessus. On a vu donc l'accueil d'urgence, on a vu la protection de l'enfance, on a vu les demandeurs d'asile. C'est les mêmes profils de professionnels qui travaillent sur ces situations-là, sur ces dispositifs-là. Oui, à peu près, hein. Ouais. C'est des professionnels effectivement du travail social. Ensuite, effectivement, il y a des spécialités, Ouais. des spécificités dans chaque domaine. Et là, par le jeu des formations, du plan de formation, eh bien, on offre la possibilité aux professionnels de se spécialiser dans leur domaine et d'avoir vraiment une expertise appuyée sur chaque thématique publique. Bien, alors si vous n'avez pas encore retenu les autres, je sais pas comment on dit, les initiales, là, j'en ai une nouvelle pour vous, donc vous tracassez pas, je vous le mettrai si vous voulez, le CPH. Hein, donc là, on n'est plus sur de l'insertion pro, de l'accompagnement social. Ben là, on rejoint un peu la question aussi de Paul, enfin en tout cas la mission de Paul, les jeunes de moins de 25 ans. Alors le centre provisoire d'hébergement, c'est un centre qui héberge des réfugiés. Ah, voilà. D'accord. Effectivement, dans le cadre de cet établissement, on a une partie de nos places qui sont réservées à des jeunes de réfugiés de 18 à 25 ans. Et dans ce cadre-là, on a fait un partenariat avec l'AFPA. Avec l'AFPA. Patrice Audemry, qui était là aussi. Tout le monde est là, bien sûr. Ils se connaissent tous, je voulais vous dire. Voilà, donc là, effectivement, on travaille avec des référents logement. Ouais. Un conseiller en insertion professionnelle qui s'occupe là de l'aspect insertion pro, ouais. Et des travailleurs sociaux qui accompagnent socialement ces personnes. Quand on fait ce travail-là, alors j'aurais tendance à dire que c'est l'objectif de tout travail social, c'est d'arriver à rendre la personne autonome dans son choix de vie. Oui. Oui. Oui, autonome. Le plus autonome possible. Et surtout citoyenne. Citoyenne. Voilà. Quand on est citoyen, c'est important. On a des droits, ouais. Mais on a aussi des devoirs. C'est très important. Et pour le conseil d'administration de la RSL, cette valeur de citoyenneté, droit-devoir, elle est très importante. C'est important. Ouais. Alors, je sais qu'il y avait un truc, quand je travaillais dans l'insertion, que j'aimais pas beaucoup, c'est quand on disait, est-ce qu'il y a beaucoup de placements? Vous savez, ça veut rien dire. Il y a beaucoup de placements. Oui. Oui, il peut y avoir beaucoup de placements demain, après-demain, il n'y a plus rien, tout le monde a explosé. Bon. Mais, concernant les accompagnements, est-ce que grosso modo les gens à un moment donné on arrive à leur lâcher la main et puis ça va, quand je parle en général, est-ce que comme dans d'autres secteurs, et puis c'est pas méchant de le dire, on revoit toujours les mêmes personnes qui reviennent parce que elles sont trop fragiles, elles y arrivent pas, ou il y a un flux naturel qui se fait ou pas? C'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'on a des publics qui sont tellement divers. Ouais. Et puis je pense que là c'est vraiment les équipes qui répondraient beaucoup mieux que moi. Après, si on parle de statistiques, on a quand même des taux d'accès au logement, d'accès à l'emploi, qui sont importants. Bon, voilà. Oui. Voilà. Très bien. Ah, quelque chose qui me parle un peu plus. Je vous rassure, ça reste quand même assez nébuleux, pour ceux qui connaissent pas. Claire, merci beaucoup Claire. Le CHRS, LHSS. Alors,
Alors, CHRS, ça veut dire quoi? Je pense qu'elle l'a fait exprès, vous voyez, bien sûr, c'est pour me faire réfléchir. CHRS, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et le LHSS. Des lits de soins santé. Ah, Voilà. alors allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Ouais. Donc c'est un établissement qui, comme beaucoup d'établissements de la RSL, sont habilités par l'État. Voilà. Et qui prennent en charge des personnes donc en vulnérabilité sociale. Alors on y héberge les personnes en regroupé, ce qu'on appelle non regroupé, c'est au sein d'un foyer, mais aussi sur des appartements en diffus. En diffus, ça veut dire éclaté, hein, je le dis. Oui, pour les gens qui savent pas, en diffus. Alors, il y a regroupé, c'est tout au même endroit. Voilà. Et en diffus, ça peut être dans un quartier, dans un autre, etc. Comme, voilà. Tout à fait. La mission des équipes sur cet établissement-là, c'est de faire de l'accompagnement global, comme on l'appelle, c'est-à-dire de prendre en compte l'ensemble des problématiques de la personne pour faire qu'au bout de 6 mois, 1 an, elle puisse s'accéder à un logement autonome et reprendre une vie comme tout un chacun. Alors, vous venez d'aborder quelque chose, je vais être un peu taquin, mais c'est pas le but, ça fait référence à des expériences que j'ai vécues. Si je prends Paul, j'espère qu'il est toujours là, Paul, il fait de l'accompagnement global. Vous faites de l'accompagnement global. Oui. D'autres font de l'accompagnement global. Oui. À un moment donné, est-ce que l'accompagnement global, c'est on fait tout, ou alors on fait en complémentarité avec les autres? On rejoint un peu la question que je vous posais tout à l'heure. J'ai quand même la sensation que votre travail, c'est un travail qui mobilise des partenaires sur le terrain. On est plus là-dedans quand même. Oui. Alors, c'est important de le dire. Avec qui vous travaillez? Là aussi, c'est une valeur qui est très portée par notre association. C'est de dire, on n'est pas bon en tout. Il y a des gens dont c'est le métier et dont c'est la spécialité. Nous, le but, c'est de repérer les problématiques et de pouvoir actionner le partenaire le plus à même de résoudre les problématiques de la personne. Alors, je citerai pas l'ensemble parce que j'ai peur d'en oublier, mais le handicap, par exemple, le handicap avec la Fondation d'Aide Plus, c'est avec la page. Donc, la page, bien sûr. Corinne, au niveau du soin, avec le centre hospitalier Kirol, on peut travailler avec l'hôpital de Limoges, au niveau de l'emploi des jeunes, la mission locale. C'est vrai que la RSL est quand même très, très implantée dans son territoire, et dans ce cadre-là, on a noué beaucoup de partenariats qui nous permettent justement de ne pas tout faire, mais de pouvoir résoudre un bon nombre de problèmes avec nos partenaires. Voilà. C'est intéressant, c'est important de le dire. C'est important de le dire parce que les parcours, ça nécessite ça, hein, cette mobilisation globale, cette complémentarité. Mais il faut que ce soit bien fait. C'est pas toujours évident et c'est intéressant quand c'est bien fait. On va parler de quelque chose qui est en train visiblement d'augmenter avec le confinement, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, c'est pas de données officielles, mais c'est les violences conjugales. Et là aussi, vous avez une action. Oui. Même deux volets. Deux volets, voilà. Allez-y. Donc on porte un dispositif de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Et dans ce cadre-là, on intervient sur deux volets. Le volet victime
Oui. Voilà, donc on accompagne les victimes. Donc dans ce cadre, on fait de l'écoute, on a une permanence téléphonique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. On accompagne, on héberge. Voilà, dans le cadre ou de l'urgence ou de logement plus. Là, vous dites les violences conjugales et intrafamiliales, on parle des femmes et des enfants. Oui. Hein, c'est ça, c'est important de bien qu'on ne dise pas que ce soit que les femmes. Oui, hein, tout à fait. D'accord. Et on avait une spécificité depuis 30 ans, c'est qu'on accompagnait aussi, depuis 1994, les auteurs de violences conjugales. Parce que pour nous, la thématique donc, de la violence conjugale doit s'appréhender sous un prisme global, et on ne pourra pas éradiquer la question de la violence conjugale si on ne traite pas l'origine de la problématique. Il faut savoir que la problématique des violences conjugales, c'est une problématique très compliquée, puisqu'elle ne se joue pas entre deux individus lambda, mais entre deux individus qui s'aiment, qui ont souvent des enfants ensemble, et ça complexifie énormément cette prise en charge. Et donc, l'objectif qui a toujours été primordial pour nous, c'est de dire, pour lutter contre les violences conjugales, il faut lutter contre la récidive de l'auteur et même faire de la prévention du passage à l'acte de l'auteur. Donc, on traite une KCP victime quand l'acte est posé, bien sûr, hein, mais pour aider cette victime dans la globalité, il faut faire que l'auteur prenne conscience de son acte et ne récidive pas ou ne passe pas du tout à l'acte. C'est passionnant. Moi, écoutez, je suis pas sûr de la laisser partir. Hein, je vous dis. Prévenez ses enfants si vous les connaissez. Moi, je bois ces paroles. Écoutez, que je voulais. Non, c'est vrai que ce sont des sujets essentiels et c'est important. Je le disais tout à l'heure. Alors, je me méfie toujours des infos. Vous savez, on tire là aussi des grands chiffres. C'est vrai ou pas, en ce moment, il y a une recrudescence ou pas des violences conjugales. Alors, oui, on peut le constater. Oui. D'accord. Bon, là on est d'accord, hein. C'est pareil. Moi je vais pas être démago ou quoi. Moi je vous le dis parce que je l'ai fait. Un jour j'ai eu un doute. J'étais dans mon immeuble, là, le mur d'à côté, pour rien vous cacher. J'ai commencé à entendre des bruits qui étaient suspects, une femme qui pleurait, ni une ni deux, j'ai appelé les gendarmes. Tant pis, c'était bon. Enfin, si elle avait été vraiment en danger, eh ben j'aurais appelé pour rien, et c'est pas grave. Et si elle était en danger, eh ben peut-être je l'aurais sauvée. Donc moi je vous invite à faire exactement la même chose. Hein. C'est pas grave, il vaut mieux prévenir que guérir. Et pour tout le monde d'ailleurs, aussi bien pour l'auteur des faits que pour la personne ou les personnes qui subissent. Et alors, je ne dis pas s'il y a des enfants. Donc là-dessus, il faut qu'on ait tous ensemble un petit peu de courage. Hein. Voilà. Olivier pose une question qui est pas inintéressante. Alors, Olivier, je la prends de façon constructive, hein, cette question, on est d'accord. Olivier se dit, est-ce que cela ne fait pas trop de domaine de compétences et est-ce que ça ne ressemble pas en fait à un monopole? Alors, c'est effectivement la remarque que l'on nous fait certaines fois. Ensuite, tous ces domaines de compétences, ils sont en fait imbriqués. Le fait que l'on puisse proposer aux personnes qu'on accompagne un panel d'outils, une offre de services aussi variée, fait qu'on gagne en réactivité dans nos accompagnements. Ensuite, il faut aussi dire ce qu'il est. On est dans un monde associatif et de l'économie sociale et solidaire qui effectivement cherche à
mutualiser les coûts de fonctionnement, que les associations grossissent aussi pour survivre, et qu'effectivement cette palette de dispositifs nous permet d'avoir une assise assez confortable pour pérenniser notre attractivité. Mais ça, c'est de la gestion, c'est pas l'objet. Vraiment, en termes de mission et d'accompagnement, le fait que l'on ait toutes ces activités nous permet, je pense, d'être plus réactifs. Et puis, à chaque fois qu'on crée une activité, on crée aussi une équipe pour s'en occuper. Donc, bon. Alors après, Olivier, pour apporter ma modeste pierre à l'édifice, aujourd'hui, on a Claire Robert-Horry qui est là, mais demain, on aura peut-être Magali Menérol, on aura peut-être d'autres. Il n'y a pas que l'ARSL en tant qu'acteur. Alors oui, l'ARSL est un acteur important, mais c'est pas le seul. Il y en a d'autres, hein, faut le savoir. Et bien souvent, d'ailleurs, ils travaillent ensemble, hein, voilà. La deuxième chose, c'est que, surtout, rattrapez-moi si j'utilise pas les bons mots, c'est sans doute pas le bon mot, mais vous savez, ces champs d'intervention sociale, c'est un peu une sorte de délégation de service public, hein, parce que l'État s'appuie, alors je dis l'État au sens large du terme, ça peut être l'État, ça peut être les collectivités, s'appuie sur les compétences associatives pour mettre en place une offre de service que sinon ils devraient mettre en place eux-mêmes. Et donc, moi j'ai connu un peu cette mutation, c'est que autant à un moment donné, comme on est dans le secteur associatif, il y a beaucoup d'associations qui se sont montées de droite et de gauche, mais dans l'absolu, c'est pas viable d'avoir 50 petites associations avec peu de moyens, peu de salariés, etc. Il vaut mieux avoir des plateformes multiservices avec des gens sur lesquels on peut pérenniser les emplois, etc. Comment dire, diminuer le nombre d'interlocuteurs sur un même territoire, c'est plus facile pour mettre en place une politique sociale. Et n'oublions pas qu'on est financé par des fonds publics. Oui. Que je le redis, les fonds publics ne sont pas extensibles, ouais. et que il faut que 1 euro que l'on verse pour notre mission soit 1 euro justifié et bien utilisé. Donc on comprend qu'effectivement, alors sans vouloir rationner les coûts à outrance, hein, parce que ça c'est voilà, et puis il faut que l'on garde une qualité d'accompagnement, et ça on y tient. Mais le fait de rassembler des services sous un même organisme gestionnaire, vous vous doutez bien que ça rationalise les fonds publics et les impôts des gens. Bien sûr. Non, je crois qu'il faut pas tout à fait, Olivier, c'était une question. Je dis pas que vous le voyez comme ça. Je pense qu'il faut pas le voir comme ça. Il faut le voir effectivement comme une possibilité de richesse et d'efficience. Voilà. On n'y gagnerait pas. Après, c'est mon avis, je me trompe peut-être. On n'y gagnerait pas à démultiplier le nombre d'intervenants sur le territoire. Mais c'est vrai pour ça, et puis c'est vrai pour d'autres domaines. Corinne, je vois Corinne qui est dans les parages. On pourrait aussi parler de ça. C'est un peu les mêmes logiques. Voilà. En tout cas, merci Olivier. Je vous remercie pour la question parce que la question est bonne. C'est une vraie bonne question. Oui. Merci beaucoup. Voilà, c'est intéressant. Moi, j'aime bien quand remontent des questions comme ça. Je vois que de nouvelles modalités sont en réflexion avec la PJJ concernant les mineurs, et là on est dans le champ des services sociaux judiciaires. Oui, donc un autre volet de l'activité de la RSL dont on n'a pas parlé d'ailleurs, c'est un service d'aide pénale, donc qui exerce des mesures de réparation pénale pour les mineurs. Qu'est-ce que c'est que la réparation pénale? Alors, donc, la réparation pénale pour mineurs, c'est des mesures qui sont prescrites par la justice
dans le cadre de petits faits de délinquance. Des tiges, des choses comme ça. Alors oui, ça peut ramène à ça, rentrer dedans, pour que les gens voilà. connaissent un peu. Voilà, mais donc les jeunes sont orientés, qui sont condamnés, entre guillemets, à exercer une peine chez nous. Donc, que c'est souvent en réparation d'un préjudice, les amener à prendre conscience de l'acte qu'ils ont posé et prévenir là aussi la récidive. On a un autre volet sur ce service que l'on appelle le service d'aide pénale qui là exerce des mesures judiciaires pour le compte du tribunal et du parquet, mais là pour les majeurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des mesures, voilà. Et puis on a un service de logement, donc là c'est spécialisé dans l'accompagnement au logement, où on exerce des mesures, donc là chez des locataires ou des propriétaires, pour les aider à construire un budget, voilà, sur des impayés, faire des plans d'endettement, etc. Et un service de sous-location à bas glissant, où là c'est l'ARSL qui est locataire de l'appartement, qui le sous-loue à un bénéficiaire, qui souvent s'est retrouvé dans des procédures d'endettement, etc., et dont les bailleurs ne peut pas peuvent plus. Ouais. Très bien. Alors Corinne Lessel me dit tout à fait, quand j'ai fait le parallèle entre le regroupement un peu des compétences dans le domaine social, et c'est vrai que c'est un peu le cas aussi dans le champ du handicap. Alors, je vais faire quelque chose qui est pas bon, on va dire, je suis pas son truc, si je suis, mais comme il y avait des questions, voilà, je vais dire que c'est la faute à Corinne, et puis c'est tout, comme ça m'arrange. Je voulais juste revenir sur les violences conjugales, parce que on avait dit jusque-là que le personnel c'était à peu près le même. Là, est-ce que c'est les mêmes personnels qui travaillent sur cette thématique? Quels sont les professionnels qui travaillent sur ce volet des violences conjugales? Alors, c'est toujours des travailleurs sociaux, D'accord. Voilà, mais qui sont spécialisés sur cette thématique. Alors, sur le volet auteur, donc même si nous, depuis 1994, on le prend en charge, on les prend en charge, c'est quand même un gros changement de paradigme dans les politiques publiques, puisque depuis le Grenelle des violences conjugales, il est donc institué que la prise en charge des auteurs de violences conjugales doit être systématique. Dans ce cadre, donc, un appel à projet national a été lancé par la ministre du droit des femmes et de l'égalité et devait être créé avant la fin de l'année un centre, des premiers centres régionaux de prise en charge des auteurs de violences conjugales, et nous avons été retenus donc pour porter le premier centre au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on était assez content parce que c'est pas souvent qu'une image. Et il faut se battre. Voilà. Je l'ai dit à André Abrouille, il se passe des choses à niveau. Voilà. Donc comme nous, on avait cette expertise depuis des années, on s'est senti légitime pour candidater, et donc on a répondu sur une réponse qui est un peu atypique. Puisque quand on parlait de monopole, et ben là c'est la preuve qu'on ne veut pas faire de concurrence aux autres. On s'est allié dans le cadre de ce projet pour intervenir sur 6 départements du nord de la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons dit c'est pas nous qui allons exercer la mission en Charente, dans les Deux-Sèvres, en Creuse, en Corrèze. On ne va pas piquer le travail de nos collègues. On a donc répondu en tant que porteur du projet, au nom de la RSL, mais on a passé des conventions de partenariat pour déléguer les missions à une association historique sur chaque département d'implantation,
qui est devenue donc notre antenne locale, une antenne locale par département. Ce qui fait que l'on porte la coordination du dispositif dans son ensemble. Et la responsabilité. Et la responsabilité, bien sûr, mais qu'on reverse une partie de notre enveloppe à chaque association sur les départements c'est beau, où hein. on intervient. 6 départements, c'est la moitié de la Nouvelle-Aquitaine. Oui, tout à fait. Regardez la Nouvelle-Aquitaine, ça va vous donner... c'est bien. Voilà, je la ferai revenir, parce que vous comprenez, il faut qu'elle nous explique un peu comment ça marche. Ça. Magali nous dit, est-ce que le centre, donc je pense qu'elle parle de l'ARSL, accueille des parents isolés? Mais forcément, oui. Enfin, dans l'absolu. Après, être parent isolé, c'est pas, enfin, je me permets, être parent isolé, c'est pas une difficulté sociale en soi. Ça peut être compliqué, mais je connais plein de parents isolés qui sont pas en précarité ou en difficulté. Donc, parents isolés, c'est pas un marqueur particulier. Par contre, parents isolés avec d'autres problématiques sociales, là, on rentre dans le champ de l'intégralité des accompagnements spécifiques. C'est ça. Tout à fait. Il n'y a pas d'entrée. Commencez pas à dire que les parents isolés sont en difficulté, parce qu'on va se faire tirer les oreilles par un certain nombre, elles auront bien raison. Le centre pour... Ah, d'accord. Le centre pour violence conjugale, avec le centre pour violence conjugale, est-ce qu'il peut accueillir des parents isolés? C'est compliqué si les parents sont isolés. Il n'y a pas de violence conjugale. Alors, oui, on reçoit en urgence, hein, et ensuite, que souvent des victimes m'accompagnaient de leur enfant. Il y a un numéro. Oui. C'est quoi ce numéro? Je voulais communiquer, je le connais pas par cœur. Elle me l'a communiqué. Alors, écoutez, je vais vous le dire. Mais sinon, je le marquerai dans sur le petit rédactionnel. Attendez, que je regarde, tac. Alors, alors. Par contre, on peut saisir la plateforme 3919, hein, Voilà, qui est une plateforme nationale qui réorientera vers notre numéro local. 3919. Voilà, vous c'est le mieux. Faites 3919. Voilà. Je mettrai tout ce qu'elle m'a dit. Puis même ce qu'elle m'a pas dit, je demanderai comme ça, on le mettra. Très bien. Ça va Magali? Oui, vous m'en voulez pas, bien sûr. Je suis pas toujours bien mignon, ça aide. Allez, on se rapproche de la fin, là, hein. Oui. Voyez, enfin de la fin. C'est la fin si on veut. C'est simplement parce qu'il va falloir qu'elle rentre chez elle à un moment donné. Elle a aussi le droit de débaucher. Alors, un sujet, tiens, Corinne qui est toujours dans les parages pourra aussi amener sa pierre à l'édifice. Je le disais en introduction, j'ai l'impression que le travail social a été un peu oublié là pendant cette crise. J'ai pas beaucoup entendu parler de tous ces gens qui ont continué à se mobiliser, des difficultés à accompagner des gens en grande difficulté avec les gestes barrières, les machins, les trucs. J'ai beaucoup entendu parler des personnels soignants et ils le méritent, c'est bien. Il y a ça, il y a la période là où je pense que c'est un peu compliqué parce que je trouve qu'on les valorise pas assez. Et la deuxième question, je trouve que dans le social comme dans le médico-social, le socio-éducatif, ce sont des métiers de passion et pourtant je suis pas sûr qu'il y ait de plus en plus de gens qui veulent y travailler. Oui. Alors, vous touchez du doigt un véritable problème duquel les fédérations se sont emparées sur notre secteur. Moi, je suis administratrice au niveau national de Nexem et c'est un sujet qui en ce moment doit être relayer. Bien sûr. Effectivement, il y a eu un Ségur de la santé, ce qui était totalement normal, avec des soignants qui ont fait un travail formidable en première ligne. Mais je crois qu'on a oublié ou pas vu le travail énorme qui a été fourni
par les travailleurs sociaux des secteurs sociaux et médico-sociaux. Et c'est très souvent que ces professionnels-là, qui travaillent dans l'ombre, hein, et qu'on voit pas tout l'engagement du travail, c'est clair. d'autant plus que cette crise sanitaire à court terme va se transformer en crise économique. C'est-à-dire que il y a la crise sanitaire à court terme qu'il faut régler, mais à moyen terme, il va y avoir une crise économique pour laquelle on va demander aux travailleurs sociaux d'être là, bien présents, d'augmenter leurs accompagnements, etc., tout en les ayant oubliés sur la première phase. Voilà, donc je pense que les fédérations sont en train d'interpeller au niveau national les élus. On a rencontré à cette occasion plusieurs politiques pour interpeller sur cette thématique-là, parce que systématiquement, on a l'impression que dans les discours, on oublie que le secteur social et le secteur médico-social. Donc, vous parlez de l'attractivité des métiers. Effectivement, moi je pense que c'est des métiers qui ont besoin d'être plus valorisés. Que c'est des métiers qui ont besoin d'avoir un peu de considération par rapport à ce qu'ils font au quotidien. On a des professionnels à qui on a demandé de gérer la crise au quotidien depuis 1 an, qui sont fatigués, qui sont face à des situations de plus en plus compliquées émotionnellement à gérer, etc. Je pense que vraiment il faut envoyer un signal fort au monde du travail social en termes de reconnaissance des pouvoirs publics pour que, eh bien, quand on aura besoin encore plus d'eux, ils soient là, et toujours là. Alors, je dramatise un peu parce que les travailleurs sociaux, c'est des personnes qui sont engagées et qui quoi qu'il en soit, moi je le vois à la RSL, même s'ils sont fatigués, même si c'est dur, ils seront toujours à cœur d'aider les gens et d'assurer leur mission. Mais je pense qu'il est important que l'on prenne conscience que ces métiers ne sont pas assez valorisés et qu'effectivement, en termes de recrutement, eh bien, aujourd'hui, on a du mal à recruter. Voilà, d'ailleurs, je le dis, si jamais il y a 2 offres là, entre autres, qui circulent, qui sont sur le site emploi-nouvelle-aquitaine.fr, des offres de chef de service à la RSL, je vous le dis, donc postulez, parce qu'il y en a une là, ça s'arrête aujourd'hui d'ailleurs. Oui, et l'autre, vous avez un peu plus de temps, ça va jusqu'au mois de mai, je crois, mais voilà, postulez, et c'est des métiers effectivement de passion, et c'est un peu compliqué, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment, mais on a la même, on a dans le secteur du handicap, c'est pareil, c'est difficile de recruter des gens en ce moment. Voilà, de toute façon, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. C'est vrai que je peux comprendre, sans vouloir être bien méchant, quand j'entends les annonces qui ont été faites pour le secteur de la santé, et quand j'entends toutes celles qui n'ont pas été faites pour le secteur social, je peux comprendre qu'à un moment donné, on le vive pas bien. Parce qu'il y a quand même eu des décisions fortes prises pour la santé. Très forte, et puis ensuite, on nous annonce qu'il va y avoir une mission sur les secteurs médico-sociaux pour essayer de réajuster un petit peu ça, et on continue
de segmenter les secteurs en disant non, on va pas prendre le secteur de l'exclusion sociale, mais celui du handicap. Et dans celui du handicap, on ne prendra pas les travailleurs sociaux, mais on prendra les soignants. C'est pas possible de diviser les choses comme ça. Voilà, le message est passé. Allez, c'est la fin là. Donc si vous avez une question, donc juste Magali qui dit. La question qu'elle avait tout à l'heure, c'était juste de savoir si les enfants étaient aussi pris en charge dans ce dispositif-là. Oui, Magali, oui. Voilà Magali, vous avez votre réponse, c'est oui. Bon, je vais poser la dernière question, puisqu'il n'y en a pas. Alors d'habitude, je vous pose une question, vous savez, comment ça se passe quand vous rentrez chez vous, la Covid, tout ça. Mais là, je m'y étais préparée. Si j'étais préparée, je la poserai pas. Je la poserai après. Non, je m'étais dit aujourd'hui, je marchais, j'ai soleil, je me disais quand même, ces gens, ils font des choses, tu vois, donc je vais vous en poser une qui est un peu lugubre, un peu macabre, mais c'est pas grave, je m'excuse d'avance. Le plus tard possible, j'espère, bien sûr, Claire, un jour, comme moi, comme tout le monde, vous allez disparaître. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous aimeriez qu'on me dise de vous? Celle-là, vous l'avez pas préparée. Hein? Qu'est-ce que vous... Parce qu'en quelque part, moi, je parlais pour moi, je pense qu'il y a des choses que l'on fait avec, et à un moment donné, en quelque part, au fond de notre esprit, on se dit, j'aimerais bien qu'on s'en rappelle, vous voyez, qu'on se rappelle de moi comme ça, dans ce moment-là. Vous, alors, j'ai compris, par contre, dans cette interview, que vous étiez quelqu'un de valeur, que vous aviez des valeurs. Vous m'avez parlé du conseil d'administration qui a des valeurs, mais vous ne pouvez pas être la directrice générale si vous n'avez pas des valeurs. Quelles sont justement peut-être ces valeurs que vous aimeriez, dont vous aimeriez qu'on se rappelle le jour où vous allez passer la main? Alors moi j'ai vraiment quelque chose qui m'a animée depuis que je suis toute petite, c'est la justice. L'injustice, je ne supporte pas l'injustice. Je peux débattre, on peut m'expliquer des choses, on peut ne pas être d'accord, mais par contre là, quand c'est injuste, donc vous estimez je être ne juste. supporte pas. Vous estimez être juste. Vous essayez. Je m'attache à être juste, et dans mes décisions au niveau professionnel. Alors, on peut contester. Forcément, vous n'êtes pas trop. Mais je pense que mes arguments que j'apporte sont justes. Voilà. Et c'est pareil au niveau de ma sphère privée. Mes enfants, j'aimerais qu'ils se rappellent de moi comme quelqu'un qui leur a inculqué la valeur travail et la justice et voilà. Mais voilà, vous voyez, c'est pas compliqué cette question finalement. Il faut. Bon, on va quand même lui faire un petit cadeau quand même parce que elle a préparé la dernière. Donc là, celle-là, elle s'y attendait pas. Donc on rembobine et on fait comme si on avait rien dit. Bon, Claire, j'ai une petite question que je pose de temps en temps. Une fois que vous avez terminé votre journée là avec toutes ces décisions, ces coups de fil, ces machins, ces trucs. Vous rentrez chez vous. On a compris, vous avez des enfants, donc il y a tout l'environnement familial. Là, vous n'êtes plus la chef, on est tous chefs dans le couple ou dans la cellule familiale. Comment vous vivez cette Covid? Mais alors là, je vous préviens, j'ai posé la question par exemple à Andrea Brouille, à d'autres, et à des politiques aussi, et ils me disent tous, je pense aux autres. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous me disiez, vous, dans votre quotidien, ce que ça vous inspire à vous en tant que citoyenne. Alors, déjà, moi, je me dis que j'ai de la chance. Voilà, ça. Alors, pourquoi vous avez de la chance? J'ai de la chance parce que j'ai un toit sur la tête. D'accord. J'ai un emploi qui me passionne et que je pense que je vais sauvegarder même après la crise. C'est vrai que c'est j'ai un mari et des enfants qui sont un pilier et qui me ramènent à la vie simple, qui me déconnecte complètement de tout, du boulot. Et puis, quand j'écoute les informations,
quand eh bien, même si je traite pas les situations moi, en direct à la RSL, mais on a quand même des discussions qui tournent autour. Je me dis que vraiment, que ce soit pour la Covid ou plein d'autres choses, on n'a pas le droit de se plaindre quand on est dans ma situation. Voilà, on n'a pas le droit et je pense que on est plus là pour tendre la main, effectivement, et je pense que c'est pour ça que les autres invités ont dû répondre à ça. Je pense sincèrement, quand on est dans nos situations à nous, je pense que notre rôle, c'est plus de tendre la main que de se plaindre, franchement. Voilà, ben oui, qu'est-ce que vous voulez, elle fait pas ce boulot par hasard, elle est parce qu'elle l'a dans les tripes, voilà, c'est comme ça, elle est altruiste, elle pense aux gens, et voilà, et puis ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle est humble, hein, c'est important aussi quand on a des places comme ça. Claire Horry, merci beaucoup, j'ai passé un très bon moment avec vous. Moi aussi, c'était Bruno. la première, j'espère que ce sera pas la dernière. Vous voyez, c'était simple en fait. Vous voyez, c'est pas pareil dans le salon avec les petites planches, les petits micros, machin, les petits coca. Mais bien sûr, voilà. Bon, ben j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai appris plein de trucs, j'ai appris des cibles, des trucs. Mais je reviendrai dessus. Donc quand on va republier la vidéo. Écoutez, voilà, comme quoi, vous voyez, il y a de quoi, il y a de la matière. Il y a effectivement possibilité de parler d'économie et de social dans la même émission. J'en profite pour saluer effectivement toutes ces personnes qui font le choix chaque jour d'être auprès des personnes les plus en difficulté. Je le dis d'autant plus, je vais vous faire un aveu que si je l'ai fait moi dans certaines périodes de ma vie, je me sens plus capable de le faire. Et je pense qu'il faut être capable de dire qu'on n'est plus capable de le faire. Et je sais à quel point c'est fatigant, c'est usant, c'est gratifiant. Et après, je pense qu'il y a une période pour tout, un temps pour tout. Mais félicitations à Cathy LSA. Ben, t'aurais pu prendre la parole, Cathy. T'avais des choses à dire, toi. Merci beaucoup, Corinne. Merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, je voulais vous dire qui est l'invité, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je sais que j'ai de bonnes surprises pour vous parce que j'ai négocié là avec une ou deux invités, voilà, qui sortent alors un peu du lot. Tous les invités sont intéressants, mais là, ils sortent un peu du lot. Voilà. Puis si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me les faire. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle aussi, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes chef d'entreprise, si vous recrutez, si vous cherchez à des offres, il y a un site www.emploinouvelle-aquitaine.fr. Il y a une CVTech d'à peu près 1000 CV qui sont totalement libres d'accès. Vous pouvez y aller dès ce soir si vous êtes employeur. Il y a 1000 CV sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Vous n'avez pas besoin de payer. Et si vous êtes employeur, vous pouvez déposer vos offres. Il y a 1000 pages de consultés par jour environ. Comme on dirait, c'est la mode du local. C'est un produit local. Merci beaucoup Claire Robert-Horry. J'espère vraiment qu'on se reverra bientôt. Oui, bien sûr Bruno. Merci à vous de l'invitation en tout cas. Voilà. Allez, salut Sébastien. Ah Sébastien, il faut que je t'envoie les Sébastien, il faut que je t'envoie les offres pour demain parce qu'on est jeudi. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite une bonne soirée. Maintenant, vous pouvez recommencer votre vie et aller manger. Au revoir. I